Merci François, bonjour à tous. Bon, eh bien, on va essayer de regarder un peu tout ça. C'est pas du tout évident de vous répondre. Voilà un certain nombre de déclarations d'intérêt. Je pense pas que ça influence trop mon avis ni ma façon de raisonner qui est pas clear-cut. C'est pas si simple de répondre à cette question-là. On peut dire d'abord que la candidémie, quand elle survient, c'est pas bon. Si vous regardez le réa raisin sur plusieurs années, les candidémies, vous voyez qu'il y a une mortalité associée à cet épisode de candidémie qui est extrêmement élevée. On peut aussi dire que traiter une candidémie, si tant est qu'on en fasse le diagnostic, il faut faire vite et que le traitement de la candidémie, ça repose sur deux choses, mettre un antifongique et évacuer la source de l'infection. Tout ça est assez raisonnable et ça pose pas vraiment de problème. Le problème est de savoir quand on doit traiter les malades. Alors, le prérequis pour un traitement optimal, et donc pour la candidémie où le diagnostic, finalement, vous l'avez sur une hémoculture positive, eh bien, c'est un certain nombre de choses et que je pense qu'il faut vraiment bien avoir en tête, parce que je ne vais pas trop rentrer en détail sur les produits, mais je pense que c'est maintenant une mécanique de précision au même titre que l'antibiothérapie antimicrobienne et qu'il faut commencer à apprendre à jongler avec ces molécules, savoir quelles sont leurs efficacités, comment on les gère. Et pour l'instant, à mon avis, on est encore un peu juste en réanimation sur notre niveau là-dessus. Première chose, il faut demander des CMI et si vous n'avez pas de CMI, c'est quand même un petit peu embêtant pour gérer le traitement. Il n'y a pas autant de relations entre la CMI et l'activité que pour les bactéries, mais ça reste très important. Deuxièmement, il y a des molécules sur lesquelles on ne peut pas gérer la molécule sans dosage. Ce n'est pas possible en réanimation. Le voriconazole en fait partie, le posaconazole, l'isavuconazole et le 5-fluorocytosine. Donc, ces molécules-là nécessitent de façon formelle un dosage. Pour ce qui est du voriconazole et l'isavuconazole, un sous-dosage est clairement lié à une inefficacité, un surdosage à une toxicité. Le problème, c'est de l'avoir, vous faites un résiduel, après 3 jours de traitement, avec l'isavuconazole, c'est 10 jours de traitement. Donc pendant 10 jours, vous êtes dans le flou total sur ce que vous faites sur les malades de réanimation qui sont très souvent sous-dosés. Vous savez que le voriconazole IV pose un problème avec l'épuration extra-rénale. Normalement, c'est contre-indiqué. Moi, usuellement, je l'utilise pendant quelques jours en essayant de relayer assez vite pour un certain nombre d'indications. Le 5-fluorocytosine, c'est comme le 5-fluorouracile pour ce qui est de la cellule fongique. Et donc, pour la cellule humaine, s'il y en a trop, il y a une dégradation en 5FU, donc une toxicité hématologique qui est tout à fait nette. La désescalade, elle est formelle, elle est préférable, elle est sans risque pour les malades de réanimation. Encore faut-il que vous soyez donné les moyens de la faire, c'est-à-dire que vous ayez fait les tests diagnostiques qu'il faut pour le faire. L'atteinte multi-organe, si vous avez une candidémie, elle est à rechercher de façon systématique. L'atteinte oculaire par un fond d'œil, l'atteinte cardiaque, enlever les cathéters s'ils sont responsables, et puis tous les autres si vous avez des soucis. Améliorer le statut immunitaire, c'est vrai pour les champignons, c'est probablement vrai aussi pour les infections à levure, et je pense qu'il faut tout à fait y penser. Enlever la source de l'infection, c'est absolument fondamental, et c'est indispensable pour les levures et les champignons à problème. Il faut vous battre là-dessus. C'est aussi important que dans les extensively drug resistant bacteria. Parce que l'index, le rapport entre ce que vous mettez comme molécule et votre efficacité est relativement faible. Et puis un peu d'aide d'un champion, c'est utile. Donc vous avez soit votre infectiologue, votre mycologiste s'il connaît quelque chose, les collègues, le coup de téléphone aux spécialistes, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas un domaine où vous êtes tous, et nous sommes tous à fond, et moi j'en apprends tous les jours. Et donc, malgré que ça m'intéresse, c'est encore très difficile. Un certain nombre de petits warnings que je voulais vous rappeler en début de topo. Les candines, c'est la molécule de référence pour les candidémies et les candidoses invasives. Il faut désescalader, et a priori on peut désescalader sans risque à condition que la molécule, le champignon soit sensible. Pour Candida parapsilosis, il y a des petits soucis, puisque ce n'est pas une molécule qui est parfaitement efficace. En termes d'efficacité clinique, il n'y a pas de souci, mais en termes de CMI, on est relativement élevé. C'est fongicide sur Candida, c'est fongistatique sur Aspergillus, ça c'est important. En réanimation, il y a clairement un problème de première dose avec un sous-dosage initial. Pour ça, moi, personnellement, je fais une dose de charge. Je fais une double dose en première dose pour obtenir une bonne activité. Ça ne diffuse pas bien dans le système nerveux central, ça ne diffuse pas bien dans l'œil, ça ne diffuse pas très bien dans les urines, bien que ça ait l'AMM dans cette indication pyélonéphrite. Faites quand même attention si vous avez des pyélonéphrites sévères. J'aime pas trop ce produit en première intention, même si c'est la base, qu'on vous a harcelé avec les données là-dessus.
la préexposition aux candines, de même que la préexposition aux azolés, prédispose à une certaine résistance. Et il y a certaines émergences de résistance qui existent et il faut y penser. Polyène, ça marche pas mal sur le biofilm aussi. C'est un intérêt d'être à large spectre, alors qu'il y a des trous de spectre sur les candines et une bonne diffusion. Bien sûr, le problème, c'est la toxicité rénale, très importante avec l'amphobédéoxycholate, mais elle existe avec l'amphobé liposomale. Ne dites pas que c'est un produit qui n'est non toxique. Je ne discuterai pas des prix aujourd'hui. Le fluconazole, bonne diffusion. Pensez à la dose de charge, c'est 12 mg/kg la première dose. Si votre malade est dialysé, il faut espacer les rythmes d'administration plus que de diminuer la posologie, c'est absolument important. Tous les antifongiques sont concentration dépendants, sauf le 5-fluorocytosine, l'oncotine. Donc retenez ces messages tout simples qui sont extrêmement importants. Les trous de spectre, c'est Glabrata et Cruséi, comme vous le savez, et c'est très important. Faites attention au risque d'accumulation en cas de CVVH. Ça impose de changer la membrane toutes les 48 heures. Tous ces messages-là, vous ne les voyez pas toujours, mais faites gaffe à ces petites choses, elles sont importantes. Voriconazole, et à un moindre degré, parce qu'on ne connaît pas encore bien posaconazole et isavuconazole IV, c'est intéressant, c'est des larges spectres, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, un peu plus encore qu'avec fluconazole, si vous avez affaire à des transplantés d'organes, il y a des gros soucis, c'est un casse-tête pour gérer ces molécules, comme elles interagissent avec le cytochrome P450. Vous mangez toute l'activité de métabolisation du foie, et donc vous avez des taux de molécules immunosuppressives qui montent de façon majeure, et parfois des sous-dosages de la molécule que vous voulez avoir pour l'infection fongique. Et le 5-FC, jamais tout seul, ça diffuse super bien. C'est probablement synergique beaucoup et ça peut être utilisé en bithérapie avec le risque et le warning de la toxicité hématologique qui vous impose un dosage. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas la candidémie, parce que les candidémies, on en voit 3 ou 4 par an. Ces messages-là, c'est des messages clés. Je pense qu'il faut que vous les reteniez. Il faut les transposer à votre traitement empirique, mais il faut bien savoir que sur 10 traitements empiriques, il y a à peine un malade qui va avoir une réelle infection fongique invasive. Et donc ça, il faut le savoir pour arrêter tôt. Donc, il faut commencer précocement, on est d'accord. Il faut commencer avec les doses adéquates, on vient d'en parler. Le problème, c'est qu'on ne sait pas chez qui commencer précocement parce que le diagnostic n'est pas facile. Il faut contrôler la source, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile à faire. Et si vous enlevez un cathéter qui n'était pas infecté, vous faites prendre un risque au malade. Il faut arrêter précocement. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas donné le moyen d'avoir le diagnostic, vous ne savez pas quand arrêter. Et donc, ça, c'est le problème de la vie quotidienne, qui fait que quand vous regardez comment nous, réanimateurs en France, on gère les antifongiques à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'on en met pour des infections prouvées dans 34% des cas, qu'on en met pour des infections en traitement probabiliste pour des infections secondairement documentées dans uniquement 13,5% des cas. Ce qui veut dire que vous avez traité précocement des malades pour lesquels vous allez avoir la documentation mycologique correcte juste après, uniquement un malade sur 10. Vous êtes trompé 9 fois sur 10. Soit vous êtes en retard, soit vous avez traité les malades probablement pour rien, puisque le nombre de traitements non documentés, c'est plus de la moitié, et on n'arrête jamais. Quand vous regardez les survivants de l'étude Amarcante 2, vous voyez que la durée de traitement chez les survivants est de 12 jours en moyenne, de 10 jours en médiane. Ce qui fait que le traitement précoce, c'est 28% des infections prouvées et c'est 13% des malades qui ont une candidémie, ce qui fait pas beaucoup. Et c'est à peine 1/10 du traitement antifongique qu'on utilise. 16,7% des malades un jour donné dans les services de réanimation en France ont des antifongiques en route. Alors vous allez me dire, bon, on s'en fout, après tout, ce n'est pas une molécule qui est si mal tolérée que ça, mais le problème c'est que, on n'améliore pas le pronostic, on a des molécules qui sont de plus en plus efficaces, mais pourtant la mortalité en réanimation des candidémies augmente, et deuxièmement, on voit apparaître des résistances, elles sont plus rares qu'avec les bactéries, mais ça existe, et troisièmement, on voit apparaître des catastrophes. Alors les catastrophes, ça commence souvent en Inde, où ils ont plein d'antifongiques et d'antibiotiques qui utilisent l'argamanu, en l'occurrence Candida auris. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de cette bestiole. C'est une bestiole qui accroche très très bien au biofilm, qui résiste aux antifongiques, qui résiste à l'amphobie, qui résiste aux azolés, un peu moins aux échinocandines, qui est responsable d'épidémies catastrophiques en Inde d'une part, maintenant à New York, un peu à Madrid. Il n'y en a pas encore beaucoup en France, mais je pense qu'on va en entendre parler bientôt. Et ça vous impose une bonne utilisation des antifongiques, au même titre qu'une bonne utilisation des antibiotiques. Alors, le problème de l'infection fongique, c'est compliqué, parce que l'infection fongique, c'est une maladie bizarre. Et le candida, on ne sait pas très bien ce que c'est. Parfois, c'est un pathogène, parfois, c'est un copathogène, et parfois, j'ai mis que c'était un activiste. Parce que finalement, ça joue sur l'immunité. Alors, je ne vais pas passer après Guillaume, je vais dire des conneries, je pense, mais ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que quand vous faites un modèle de clampage ligature sur une péritonite, si vous mettez Staph aureus plus
candidats albicans, vous augmentez considérablement la production inflammatoire, la réponse inflammatoire. Et là, c'est tout à fait net. Il y a un autre modèle que j'aime beaucoup qui consiste chez une souris à faire avaler une grande quantité de candidats. Quand on leur met que ça, il ne se passe rien. Quand on leur fait un modèle de péritonite standard, de péritonite bactérienne, et qu'on regarde le fait d'avaler du candidat et qu'on regarde la mortalité, les souris meurent. Beaucoup plus. 2, les souris meurent que vous mettiez un traitement antifongique ou que vous ne le mettiez pas. 3, les souris meurent que vous donniez des candidats vivants ou des candidats tués, chauffés. Ça fait pareil. Ça tue parce que ça produit plus d'inflammation. Beaucoup plus d'inflammation. Et ça tue de façon étonnante. Il y a une augmentation de la virulence de colibacilles, par exemple. Quand on met bêta-déglucane qui est produit par les candidats tués avec du colis, on augmente la virulence de colibacilles. Donc probablement une grosse interaction avec candidats qui est très très difficile à gérer. Et la physiopathologie, elle est très complexe. On le vit avec des candidats, vous savez qu'on en a tous 10-4 à peu près dans le tube digestif. Eh bien, on sait que d'une part, par le biais d'une diminution de l'immunité lymphocytaire, vous pouvez avoir une translocation bactérienne et créer des candidémies. Et le modèle de candidémie, finalement, la réponse à la candidémie, elle dépend de votre immunité. Si vous avez une bonne immunité, en particulier sur les phagocytes, vous n'avez pas trop de problèmes et vous guérissez assez raisonnablement. C'est le problème chez vous, c'est quand vous n'avez pas de phagocytes. Les neutropéniques, là, ils ont un souci. Et là, c'est pour ça que les neutropéniques, voire un peu les transplantés d'organes, mais surtout les neutropéniques, ce n'est pas pareil. C'est un domaine où le risque est très important d'avoir des candidémies si vous êtes colonisé. Et à l'opposé, vous avez la péritonite. La péritonite, c'est très compliqué. Vous avez une infiltration massive, vous avez reçu des antibiotiques, vous avez une chirurgie susmésocolique, bien sûr, vous avez du candidat dans le péritoine. Ce n'est pas très étonnant. Et il y a 2 mécanismes. Probablement, le dommage, il est d'autant plus important. Il est important lié au candidat quand vous n'avez pas d'immunité, et il est important lié à l'immunité quand vous avez trop d'immunité. Et donc, c'est des modèles particuliers où on sait qu'on stimule et on agresse probablement de façon immunitaire et pas de façon directe avec le candidat à ce moment-là. Ce qui fait que finalement, il est très difficile de démontrer qu'un traitement marche. Bien sûr, c'est dans ce cas-là que vous avez des chocs septiques. Et donc la péritonite avec un choc septique, ça nécessite probablement l'utilisation d'antifongiques, mais on n'est absolument pas sûr de ça. Et finalement, si vous avez le choc septique sur une péritonite, là, vous avez ce que vous a décrit tout à l'heure Guillaume, une immunoparalysie post-agressive. Et là, la boucle est bouclée et vous pouvez retrouver les problèmes avec le candidat ensuite. Donc, c'est compliqué. Si vous regardez le papier le plus classique sur la péritonite nosocomiale post-opératoire de Philippe Montravers, c'est sur ça qu'on dit il faut traiter les malades qui ont nos candidats. Mais quand vous le lisez vraiment, est-ce que le traitement antifongique a changé quelque chose à leur pronostic? La réponse est non. La réponse est non, ça ne fait rien, le traitement antifongique sur ces malades-là. Ils ont un facteur de risque de décès, c'est d'avoir du candidat dans le péritoine, le traitement ne change rien. Ça va un peu en résonance avec les modèles animaux, et donc on ne sait pas s'il faut envisager un traitement précoce ou bien s'il faut faire de l'immunostimulation chez ces malades-là ou de la manipulation immunitaire. Qui suspecter sur une candidose invasive, c'est très compliqué, tous nos scores sont mauvais. Il n'y a aucun score qui sont bons et aucun qui est bien, et quel que soit le score, vous traitez 15 à 20% des malades et vous surtraitez 80% des malades et vous ne capturez que 80% des candidémies. Donc, ce n'est pas très bon. Tout ça ne marche pas très bien. Le seul sous-groupe particulier sur lequel un traitement est probablement utile très tôt, très précocement, c'est la fistule anastomotique et la pancréatite nécrosante qui a déjà reçu des antibiotiques. Pour cela, le risque de candidose invasive, probablement intra-abdominale, est élevé. Et là, je vous laisse vous lâcher avec un bêta-glucane ou avec du sepsis, du choc sur des antifongiques relativement précoces. Vous vous tromperez moins souvent que pour les autres fois, et là je pense que c'est intéressant à dire. Le diagnostic précoce est-il possible? C'est très compliqué. Tous les tests diagnostiques sont très mauvais. Malheureusement, je suis terriblement en retard. Pensez que la procalcitonine est souvent négative devant une candidémie. Vous avez un malade choqué qui a une procalcitonine normale. C'est soit du virus, soit du candida. Vous pouvez vous garder ça dans la tête, dans un coin. Ça peut être utile. L'efficacité des traitements précoces, c'est très mauvais. Si vous regardez intense, c'est-à-dire la chirurgie digestive susmésocolique, un traitement immédiatement post-opératoire, ça ne fait rien du tout, ni au pronostic, ni à l'émergence de candidose invasive. Et si vous regardez, on va passer directement à l'étude Empiricus, le traitement des malades qui ont une défaillance multiviscérale avec de l'infection et un sepsis, si vous leur mettez de la micafongine versus pas de micafongine, vous ne changez rien à leur pronostic, vous ne changez pas significativement leur mortalité, leur survie sans infection fongique HIV.